Et coucou les petits scientifiques! Dans cette vidéo, on va faire la correction du TP 45 et on vous demande dans un premier temps de regarder la vidéo en lien sur l'activité qui vous parle de Sir Thomson et de l'électron. Et coucou la team! Je pense que les rayons cathodiques proviennent en fait de particules chargées. Après avoir choisi sa théorie, Thomson va réaliser des expériences à l'aide d'un tube cathodique notamment et il va découvrir qu'il existe des particules plus petites que l'atome qu'il va appeler des corpuscules. Ce n'est que plus tard, en 1897, que George Fitzgerald va nommer électrons les corpuscules de Thomson. Bon, si vous avez bien suivi la vidéo proposée dans l'activité, on y comprend que Thomson, en fait, a utilisé un condensateur pour ses expérimentations. Et oui, encore un condensateur. Dans ce TP45, en fait, on va étudier de très près ce que subit l'électron à l'intérieur du condensateur. Eh bien, l'électron, il se déplace. Donc, il a une trajectoire, une vitesse, une accélération, bref. Vous l'avez deviné, c'est le retour de la mécanique de Newton. Youpi! On va séparer l'expérience de Thomson en deux parties. Et la deuxième partie, c'est la déviation d'un faisceau d'électrons qui va passer à l'intérieur du condensateur. Et c'est ce que l'on va étudier dans un premier temps ici. C'est un grand classique, donc concentrez-vous, écoutez bien et vous allez reproduire ce type d'exercice avec plusieurs conditions initiales différentes. Voici un exemple corrigé. Notre électron, il est de charge négative et il va entrer à l'intérieur d'un condensateur. L'armature supérieure est positive, l'armature inférieure est négative. À l'intérieur de ce condensateur, il règne un champ électrique qui est orienté de l'armature positive vers l'armature négative et que l'on va représenter. La norme du champ électrique correspond, elle, à U sur D. Notre particule à nous, c'est un électron, il a une charge négative, il va donc subir une force électrique Fe qui va être de sens opposé au champ électrique E. L'électron qui rentre à l'intérieur du condensateur avec sa vitesse V0 va donc subir cette force électrique à l'intérieur du condensateur et sera donc dévié. C'est ce que vous pouvez voir si vous cliquez sur le lien de cette vidéo dans l'activité. Revenons à notre électron qui rentre dans le condensateur au point O avec une vitesse initiale V0. Et bien cet électron va être dévié et on va étudier maintenant sa trajectoire. Allez, on reprend les bonnes habitudes en mécanique. On définit le système. Nous, c'est l'électron qui a une charge moins E, notre référentiel toujours terrestre supposé galiléen, et on passe au bilan des forces. On en reparlera un peu plus tard dans les exercices, mais on va négliger le poids de l'électron vu sa masse qui est très faible. Du coup, la seule force qui va s'exercer sur lui, c'est la force électrique qu'il subit à l'intérieur du condensateur. Il ne nous reste plus qu'à appliquer la deuxième loi de Newton, somme des forces égale ma, dans le cadre de cet exercice. Ça nous donne Fe égale ma, et après arrangement, on se retrouve avec le vecteur accélération qui a l'expression ci-dessous. Après ça, rappelez-vous qu'on va exprimer le vecteur accélération dans le repère OIJ choisi et donc noter ses coordonnées. On obtient AX de t égale 0 et AY de t égale E sur M, E. On intègre pour avoir la vitesse. On se retrouve avec Vx de t égale une constante et Vy de t égale E sur M, E fois t, plus une autre constante. Pour déterminer les constantes C1 et C2, on va utiliser les conditions initiales. À t égale 0, le vecteur vitesse correspond au vecteur V0 qui n'a de composante que sur l'axe OI. On se retrouve avec Vx de t égale V0 et Vy de t égale E sur M, E fois t. On intègre une nouvelle fois le vecteur vitesse pour trouver le vecteur déplacement OM. Et à nouveau, pour trouver les constantes C3 et C4, on se place aux conditions initiales. Aux conditions initiales, l'électron entre dans le condensateur au point 0. On se retrouve avec x de t égale V0t et y de t égale E sur M, E, t carré sur 2. Et nous venons d'établir les 6 équations horaires correspondant à l'électron. On passe maintenant à l'équation de trajectoire. Rappelez-vous, pour trouver l'équation de trajectoire, il faut d'abord isoler t dans l'expression x de t. On obtient t égale x sur v0 et on remplace ensuite ça dans l'expression y de t. Et on se retrouve avec comme équation de la trajectoire y de x égale ex carré sur 2m v0.
À partir de ces équations horaires et de l'équation de trajectoire, eh bien, on va pouvoir vous poser des questions du style retrouver la vitesse de l'électron à la sortie du condensateur, essayer de savoir quelle sera la position exacte de l'électron à la sortie du condensateur, etc. Et tout ça, on va le voir dans les différents exercices que l'on va faire ensuite ensemble. Et parce qu'on adore vous donner des défis et parce que vous adorez gagner le totem, on vous propose de programmer et de visualiser la trajectoire d'un électron en utilisant une simulation Python de A à Z. C'est à vous de jouer. Je vous ai dit tout à l'heure que l'expérience de Thomson elle était divisée en deux parties. On a étudié la deuxième partie qui était la déviation du faisceau. Mais bon, avant de pouvoir dévier le faisceau, il faut créer le faisceau. Et c'est le principe du canon à électrons. Et évidemment, ce canon à électrons, il fonctionne à partir d'un condensateur, bien sûr. Notre condensateur ainsi relié au générateur va avoir son armature B qui va être positive, son armature A qui va être négative, et donc il va régner au sein de ce condensateur un champ électrique E orienté du plus vers le moins. Notre électron qui est négatif va partir de la plaque A, il va être accéléré entre les deux plaques, et il va ressortir par le trou de la plaque B avec une vitesse V0. Dans cette partie, on se propose d'étudier la vitesse acquise par l'électron à l'aide du théorème de l'énergie cinétique. C'est parti. La variation d'énergie cinétique correspond à la somme du travail de toutes les forces extérieures au système. Dans notre cas à nous, bien comme tout à l'heure, la seule force qui est exercée sur l'électron, c'est la force électrique. On a donc delta EC égale travail de la force électrique. Rappelez-vous, le travail d'une force, c'est la force scalaire le déplacement. Donc ça nous fait FE scalaire AB. Et dans ce cas-là, on a variation d'énergie cinétique égale norme de la force électrique fois la distance AB. On se concentre maintenant sur la variation d'énergie cinétique. En fait, ça correspond à l'énergie cinétique de B moins l'énergie cinétique de A, sauf que au point A, l'électron, il est parti sans vitesse. On a alors delta EC qui est égal à ECB qui est égal à 1,5 fois M fois V0 carré. Juste une petite précision pour ceux qui éventuellement se seraient posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on appelle la vitesse au point B V0, tout simplement parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'expérience de Thomson était séparée en deux. La première partie, c'est celle où on a l'accélération de la particule, et dans ce cas-là, à la sortie du condensateur, du premier condensateur, on se retrouve avec une vitesse V0. Et cette vitesse V0, c'est en fait celle avec laquelle le même électron va rentrer dans le deuxième condensateur, qui n'est pas mis dans le même sens, et dans ce cas-là, il entre dans le condensateur avec la vitesse V0 dont on a parlé en premier, et qui correspond à la partie déviation du faisceau. Allez, la parenthèse se referme, on revient à notre variation d'énergie cinétique qui correspondait à 1,5 de mV0 carré, mais on a aussi, d'après le théorème de l'énergie cinétique, la variation d'énergie cinétique qui est égale à FE fois AB, qu'on va noter FE fois D, AB c'est la distance entre les deux plaques. On n'oublie pas non plus que la norme de la force électrique, c'est la charge E fois le champ électrique E, donc ça nous donne E fois U sur D. En remplaçant cette expression dans la précédente, ça nous donne delta EC égale E U sur D fois D, donc la variation d'énergie cinétique c'est E fois U. On se retrouve alors avec 1,5 de mV0 carré égale E fois U, et si on réarrange tout ça, on peut obtenir la vitesse V0. Et on retombe bien sur l'expression qui vous est donnée dans le TP45. Dans un accélérateur linéaire de particules, la particule qui est émise au départ, elle va être accélérée plusieurs fois. Elle va traverser en fait plusieurs champs électriques. On va essayer de voir de façon simplifiée comment ça marche. La particule émise va passer à travers le premier champ électrique qu'elle rencontre, et à ce moment-là, elle va ressortir avec une vitesse qui va être plus grande. Cette particule, elle va ensuite traverser un tube. À l'intérieur du tube, sa vitesse reste constante. Pourquoi? Parce que dans le tube, il n'y a pas de champ électrique. Une fois qu'elle sort du tube, elle va de nouveau traverser un champ électrique. Elle va encore une fois être accélérée, elle va gagner en vitesse. Lorsqu'elle rentre dans le tube suivant, où elle a été accélérée, elle va rester encore une fois à vitesse constante, et ainsi de suite rencontrer un nouveau champ électrique, être accélérée, traverser un tube, etc. Évidemment, pour qu'un accélérateur fonctionne, il va falloir que tout soit parfaitement coordonné.
Ce sont les plaques du tube qui vont créer le champ électrique. Donc les plaques, elles vont changer de signe à l'aide d'une source de tension alternative et le champ, il doit être orienté dans le bon sens pour pouvoir accélérer la fameuse particule. Évidemment, les passages dans les tubes, durant laquelle la vitesse est constante, doivent durer le même temps à chaque fois. Mais les particules, elles vont de plus en plus vite au fur et à mesure de leur avancée. Donc il va falloir augmenter la longueur des tubes pour pouvoir compenser cette augmentation de vitesse. Évidemment, tout ceci est calculé de façon extrêmement précise. Ces accélérateurs linéaires, là, aujourd'hui, ils ne servent plus que seulement d'amorçage pour des accélérateurs plus puissants, qui sont des accélérateurs circulaires, et qui vont utiliser à la fois un champ électrique et un champ magnétique, et tout ça vous est parfaitement décrit dans la dernière vidéo de l'activité sur le LHC. Une dernière précision, ces accélérateurs de particules peuvent accélérer des particules comme des électrons, mais notamment aussi des particules positives comme les protons ou de façon générale les hadrons. Voilà, on en a terminé avec la correction du TP45 aujourd'hui. On compte maintenant sur vous pour faire tous les exercices du chapitre qui vous permettront de voir les différentes situations possibles et les différents cas d'études possibles. C'est à vous de jouer.